Bonjour à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision, c'est l'heure de la rétro, retour sur l'actualité du district. Cette semaine, nous donnions la parole à deux restaurateurs de la région. Ouvrir les terrasses, oui, mais une solution qui ne les convainc pas vraiment. Ils nous expliquent pourquoi en plateau. Ensuite, retour sur le conseil communal de Gland en plateau. Pierre-Alain Bringolf, le président du conseil, nous le recevons en plateau. Enfin, on donne la parole à la Garenne. Le zoo se prépare à rouvrir ses portes et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le printemps arrive et ça fait du bien. Le canton de Vaud veut rouvrir ses restaurants à partir du 15 mars. Il plaide pour un assouplissement plus large et accéléré des mesures de déconfinement mises en consultation mercredi dernier par le Conseil fédéral. Il souhaite que les restaurants puissent rouvrir à partir du 15. Qu'en pensent les restaurateurs de la région? Premier tour de table en compagnie d'Alexandre Silva, gérant du Café Vaudois à Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également Philippe Wolfsteiner, restaurateur du Yaka et du Balthazar à Gland. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Alors on va revenir un peu sur ces dernières mesures qui ont été prises à l'annonce justement de ces mesures par le Conseil fédéral. Quelle a été votre réaction, Alexandre Silva? Alors la réaction, elle était triste un peu quand même, parce que selon, comme on disait avec nos collègues tout à l'heure avant cette interview, c'est ouvrir les terrasses, c'est bien sympa, mais fermer la moitié du restaurant. Nous, comme on disait, on a une petite terrasse de 6 tables où on peut mettre maximum 20 personnes. Mais c'est toujours compliqué parce que s'il y a une personne qui vient, qui s'assied à la table, elle prend tout de suite 4 places. Donc ça va être difficile que les gens qui arrivent de pouvoir s'installer à cette table. Donc ouvrir l'intérieur, moi je pense que ça serait une bonne idée aussi. C'est pas ouvrir seulement les terrasses et puis l'intérieur, ne pas pouvoir utiliser, c'est une perte énorme. Ouais, Philippe Wolfsteiner, j'imagine que c'est des questions que vous êtes posées, c'est ouvrir, mais à quel prix? Exactement, moi je préfère aussi d'attendre dans ce cas et ouvrir en bonnes conditions et utiliser tout le restaurant, parce que si on peut utiliser qu'une partie, ça va être encore plus difficile à gérer selon la météo. Après, on a tous les employés qui sont là, on a peut-être plus d'aide financièrement aussi. Et moi, je pense que ça va être un chimcanard de gestion énorme. Ouais. Ce que vous me disiez en préparant cette interview, c'était que finalement, le plus difficile à gérer, c'est toutes ces incertitudes. Jusqu'ici, pourtant, ça s'est plutôt bien passé pour vous. Vous avez notamment pu bénéficier de certaines aides. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé bien. C'était bien organisé. Au début, au printemps l'année passée, ça s'est relativement vite mis en route. On a dû attendre les premiers formulaires, mais après, une fois qu'on était inscrit, ça roulait très bien. On était indemnisé rapidement. Et j'étais personnellement fier du pays, comment ils ont géré ça. Et maintenant, je pense que tant qu'on est fermé, on sait ce qu'on perd. On peut exactement savoir. Mais quand on remet la machine en route, c'est ingérable. Il y a des facteurs comme la météo. On a aussi vu par contre que les gens sont à chaque fois au rendez-vous quand on peut rouvrir. Donc ça, merci à notre clientèle, vraiment, c'est très appréciable. Ouais, Alexandre Silva, c'est ce que vous nous disiez justement la dernière fois que vous étiez venu, que les clients sont au rendez-vous et ont besoin de revenir justement. Aujourd'hui, vous nous aviez dit que vous pouviez encore tenir 2 mois sur vos économies. Aujourd'hui, dans quelle situation est-ce que vous êtes? Effectivement, la situation d'aujourd'hui est de plus en plus compliquée parce que les économies, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Nous, les aides et racheter, bien sûr, on les a eues en faisant énormément de paperasse qu'ils nous demandent. On les a fait. On a essayé de faire la demande pour les carigueurs, qu'il faut montrer d'ailleurs par patte blanche, parce que si vous avez moindre problème, la Confédération ne vous aide pas. Donc nous, là, de ce côté, on est très, très, très contents. Il y a de la demande, nos clients sont là, c'est comme mon collègue disait il y a quelques instants, on les remercie parce que c'est quand même grâce à eux qu'on vit. Mais si les aides tombent, on pourra continuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, au niveau des carigueurs, on n'a toujours rien reçu de la part du canton, de la part de la Confédération. Donc les économies commencent à partir de plus en plus. Et puis
nous, on est presque contraints à vendre bientôt le fonds de commerce. Hein. Je vous cache pas, parce qu'on n'arrive plus à tenir. On a un super propriétaire qui est avec nous, mais il faut se mettre aussi à sa place. Il ne peut pas nous aider jusqu'à aussi, il a aussi ses factures derrière, il a aussi ses choses à gérer. Donc, on a de la chance, on verra. Si on nous ouvre au 1er avril, ça ira. Mais après, si ça continue à de nouveau fermer. Et puis aussi pour le moral, quoi. Pour le moral, c'est stressant. On ne dort plus, on dort. On est tout le temps en train de penser aux employés, à notre. Ça a été très dur aussi pour vous, hein, parce que vous avez une équipe qui a toujours montré de la conviction, de la force, et puis malheureusement, au bout d'un moment, il faut licencier. Exactement, et puis c'est là où c'est très décevant et très triste pour nous, parce qu'on tombe sur des personnes, parce que la restauration, c'est pas un métier qui est donné à tout le monde, c'est comme je disais, la restauration, c'est une passion, c'est pas un métier. Et puis moi, je suis passionné par ce métier-là, alors j'en ai fait plusieurs, j'ai fait plusieurs métiers avant ça. Mais c'est le contact avec à la clientèle, nos petits papis qui viennent me voir leur petit verre. C'est ça qui me donne envie de me lever tous les matins, d'aller travailler. Mais on en arrive à un point où on commence à être triste. On ne sait plus où donner de la tête. Ouais, on ne sait plus où donner de la tête. Philippe Wolfsteiner, vous me disiez que pour vous, la situation est un petit peu différente. Ben, non seulement vous pouvez continuer à vendre à l'emporter, mais aujourd'hui, au cas par cas, chaque situation est différente. Pour vous, le message qui serait important à faire passer aux autorités aujourd'hui, ça serait lequel ? De donner une ligne directe et de la tenir. Pour moi, personnellement, ce qui est très stressant, c'est ce va-et-vient et on change. Et puis, chaque semaine, c'est différent. On nous donne des lueurs d'espoir, on les enlève. Ça me casse. Ça, c'est démotivant, non seulement pour moi, mais aussi pour mes équipes. On ne sait pas sur quel pied danser. Alors, je préférerais qu'ils tiennent bon et puis qu'ils disent, voilà, c'est comme ça, tout est fermé jusqu'à telle et telle date. Et puis, on sait à quoi se tenir. Ce chimcanard d'ouvrir, fermer, c'est stressant. Moi, avec chaque fermeture, avant chaque réouverture, j'ai passé mes journées entières au téléphone. Les gens, ils veulent réserver, ils veulent venir, c'est top. On est très contents et on leur remercie. Mais c'est super stressant de gérer les stocks, les places. Pour ouvrir, fermer, ça m'épuise. C'est épuisant. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à changer complètement de vie ou la passion reste malgré tout et vous voulez aller de l'avant ? Non, c'est comme mon confrère dit, c'est notre conviction. On est fait pour ça. Le client, il le sent, c'est pour ça qu'il revient. Et puis non, pour rien au monde, je changerai. Vous restez positif, c'est ce que j'admire toujours et qui me touche beaucoup quand je vous reçois, Alexandre Silva. Aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer, c'est lequel ? C'est que nous, on va essayer d'être là, on va se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr, parce que, comme Philippe il dit, c'est notre conviction. On aime ce métier, on aime le contact à la clientèle, on a une clientèle quand même qui a besoin de ce côté social, qui a besoin de parler, de discuter, de faire quelque chose, parce que là, en les enfermant, on est quand même un des pays en Europe où on n'est quand même pas si fermé que ça, hein, on est quand même libre, on a quand même le droit de sortir, on n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de... Voilà, on est quand même libre hein, dans tout ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est comme Philippe disait, ils nous ferment, ils nous ouvrent. Ok, là, c'est mercredi qu'ils vont annoncer, ok, ils ouvrent les zoos, ils ouvrent les magasins. Moi, je trouve que c'est bien de faire ça parce que ça va amener déjà un peu de vie en ville. Parce que vous allez à Gland, vous allez à Nyon, vous allez dans certaines villes, c'est mort. Et puis, il y a les maraîchers, il y a tout ça qui sont déçus parce qu'il n'y a pas de vie et ça mène à rien, tout ça. Donc on verra ce que le conseiller fédéral va nous dire, parce que j'aimerais pas être à sa place en ce moment, le pauvre. Mais c'est pas de leur faute non plus. Donc nous, on essaye d'être avec eux, de les suivre, mais qu'ils nous trouvent aussi des solutions pour nous. Parce que des solutions pour ouvrir les terrasses, d'accord, c'est sympa, mais il fait pas beau. On n'habite pas en Grèce, où il y a des chaleurs conséquentes pour pouvoir rester en terrasse. Même si la commune de Nyon nous en
nous ont donné des terrasses sur le domaine privé ou public. Ils nous ont donné des extensions un peu plus. C'est très sympa, mais il faut vraiment qu'ils trouvent une solution concrète qui fasse peut-être cas par cas. Parce que nous, on a envie de travailler, nous, on a envie. C'est comme Philippe disait, il y a beaucoup de marchandises, il y a beaucoup de pertes. On ne nous annonce pas assez tôt pour les réouvertures. Donc il y a beaucoup de pertes au niveau boisson, il y a des dates de péremption, il y a la nourriture. Moi, ça va encore, je fais de la petite restauration, mais toi qui fais, Philippe, ouais. Voyez, tous des stocks à gérer, forcément des questions auxquelles on ne pense pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. On ressent toute cette émotion, Alexandre Silva, Philippe Wolfsteiner, et on vous souhaite de pouvoir surtout vous retrouver très vite. Merci beaucoup. Merci à vous, Andrea. Merci à vous. Retour sur le conseil communal de Gland avec Pierre-Alain Bringolf. On discute du métier de municipal et de syndic et surtout de salaire. Pierre-Alain Bringolf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de s'occuper justement de ces questions de bourse, j'aimerais revenir sur l'actualité et surtout sur cette tour Swissquote qui pourra finalement se construire à Gland. Alors oui, c'est vrai que sur le principe, le Conseil a donné son aval pour permettre maintenant de définir un cadre sur le plan d'affectation. Donc ça ne veut pas dire que la tour va se construire dans l'immédiat. Il y a encore de nombreuses étapes, notamment des permis de construire et autres enquêtes qui vont être diligentées, ainsi que le canton qui va avoir son mot à dire. Mais c'est effectivement une première étape qui, sur le principe, définit et permet au projet de pouvoir maintenant se faire. Ouais, une première tour à cet édifice de 60 mètres dont on voit ici quelques images. On sait qu'il y avait eu plusieurs inquiétudes, notamment de la part des voisins, et pourtant c'est surprenant, pas de débat, 9 non quand même, 6 abstentions. Qu'est-ce qui explique que finalement ce projet-là passe un peu tout seul? Je pense que la plupart des conseillers savent qu'à ce stade, ce n'est pas une autorisation définitive de construire la tour. Beaucoup de choses peuvent se passer encore d'ici là. Le projet d'ailleurs peut être légèrement ou sensiblement modifié avec toutes les étapes qui vont encore venir. Mais c'est simplement une question de principe. Et je pense que la plupart des conseillers ont compris que ça pouvait amener une valeur ajoutée très importante au niveau de la ville et puis que de toute façon il y aurait des négociations qui allaient se faire selon les différents aspects qui vont être proposés, présentés par le propriétaire. C'est-à-dire que le projet peut encore être affiné, on peut notamment encore avoir plusieurs négociations entre le propriétaire et les autorités. Mais bien sûr, absolument. Qu'est-ce qui serait intéressant selon vous justement d'affiner encore? On sait qu'il y a un accès au parc qui là est réduit notamment aux employés. À l'inverse, on promet un accès peut-être pour un fitness ou une garderie justement peut-être aux Glandois. Est-ce que là on pourrait encore renégocier cet aspect au parc notamment? Mais probablement, ça va se faire entre le propriétaire Swissquote et la municipalité par rapport au projet définitif qui va être présenté. Alors intéressons-nous aux 2 autres préavis relatifs notamment à l'indemnisation des membres de la municipalité pour la législature 2021-2026, notamment un préavis déposé par le municipal Gilles Davoine. On l'écoute et on revient tout de suite après. L'idée, c'était simplement de proposer un très élevé salaire. Les tarifs, ils sont publics, ça, il y a un fixe, et puis des vacations à 50 francs de l'heure, et le 13e salaire s'appliquera donc à l'ensemble aux 2 critères, c'est-à-dire fixe et vacation. Donc on fera une moyenne en fonction de ces éléments-là, des vacations surtout. La vacation, c'est donc tout ce qui n'est pas compris dans le salaire fixe. Par exemple, nos séances, évidemment, avec le conseil communal, nos séances de municipalité, ce genre de choses sont comprises dans le salaire fixe. Puis après, quand on fait des séances à l'extérieur, quand on fait des séances avec des services, avec des tiers et autres, ça, ce sont ce qu'on appelle des vacations. Il y a un tarif horaire de 50 francs l'heure. Et puis, alors, il y a des variations importantes entre les différents mois et entre les différentes personnes sur le nombre de vacations. Donc, faire une moyenne comme ça, c'est compliqué. Moi, je peux vous parler de moi. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont publics. Le salaire fixe, c'est 4 800 francs bruts. Après, il y a un certain nombre de vacations, ce qui amène à un salaire d'environ 5 500, 6 000 francs net par mois en fonction des vacations.
élections. On est en pleine élection, il y a quand même 15 candidats. Donc visiblement, le salaire actuel en tout cas suffit, et je me réjouis quand même du fait que ce n'est pas pour le salaire que les gens veulent venir en tout cas à la municipalité. Maintenant, c'est clair que c'est quand même une grosse prise de risque par rapport à un autre emploi. J'ai la chance d'avoir ma propre société, donc je peux y retourner, il n'y a pas de souci, mais certains qui auraient un emploi fixe pourraient peut-être l'abandonner, en tout cas réduire, pas revenir à 100%. Donc c'est clair que de proposer au moins une rémunération qui permet de tenir compte de ces éléments-là me semble assez important. Pierre-Alain Brungolf, est-ce qu'on peut dire que c'est le salaire des ennuis ? Oh, non, je ne pense pas. De toute façon, les gens qui s'engagent en politique au niveau local le font pas pour gagner de l'argent. Et par contre, il est relativement normal qu'à partir du moment qu'il y a un engagement qui dépasse un certain niveau en temps de travail, on pourrait dire au-delà de 30%, qu'il y ait une rémunération associée et que cette rémunération corresponde également aux conditions du marché. Ouais, c'est ce que nous explique justement Julie Lavoine, qu'aujourd'hui cette attractivité, elle est là, cette attractivité des affaires publiques. Mais alors pourquoi est-ce que ça doit passer par une meilleure rémunération selon vous ? La rémunération, elle doit correspondre quand même au marché. C'est-à-dire qu'à poste, on va dire, plus ou moins comparable, ce serait anormal qu'on ait un salaire qui soit moitié moins important en termes de par exemple, horaire, au niveau des vacations ou au niveau du fixe. Mais je pense que de toute façon, on est un parlement de milice, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement les salaires, les rémunérations restent importantes quand même malgré tout en tant que motivation, surtout dans un contexte où les dossiers ont tendance à se complexifier. Ouais, alors si on reprend justement le préavis et les chiffres, pour un salaire fixe annuel, le syndic 70 000 francs, un municipal 48 000 francs. Alors ça c'est pour la ville de Gland. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien payée ? On peut penser notamment à sa voisine Nyon. C'est un petit peu moins justement. Qu'est-ce qui fixe ces barèmes ? Alors, sauf erreur, à Nyon, ils ont un système un peu différent parce qu'ils ont un système forfaitaire. Et alors que nous, à Gland, on a basé le système des indemnités sur un mix, c'est-à-dire il y a une part de salaire fixe, mais qui est moins importante. Et puis, il y a une part variable qui dépend des vacations, évidemment, de chaque municipal. Et ces vacations peuvent évidemment varier beaucoup selon le type de dicaster. Il y a des dicasters qui nécessitent des réunions plusieurs fois par semaine avec soit d'autres membres au sein du politique, mais également avec des professionnels. Je pense par exemple au dicaster pour les bâtiments, les infrastructures. Il y a beaucoup de rendez-vous de chantier, de rendez-vous avec des ingénieurs, etc., qui doivent se faire par rapport à d'autres dicasters où il y a certainement beaucoup moins de réunions de ce type. Donc c'est normal que pour garder à la fois une certaine motivation au niveau des municipaux, mais également que ceux-ci soient motivés, notamment dans la préparation des dossiers qui demandent plus de temps. Ouais, les dossiers, justement, parlons-en, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette idée que finalement un municipal ou un syndic, à tort ou non, peut justement les transmettre à son chef de service et que finalement il n'a pas grand-chose à faire. Non, c'est bien sûr que l'administration joue un rôle énorme, notamment dans la préparation des différents documents et dossiers, mais il n'empêche que les municipaux jouent à la fois un rôle moteur de locomotive et surtout ils vont pouvoir quand même orienter les dossiers de façon à ce que pour faciliter en définitive l'achèvement des différents projets qui sont en cours. Mais est-ce que selon vous, on n'aurait pas meilleur temps justement de peut-être réduire le salaire des chefs de service, et là je vais m'attirer justement quelques foudres, pour justement augmenter les salaires des municipaux. Enfin, comment faire ? Est-ce que l'un ne peut pas remplacer l'autre ? Je ne pense pas, non. Les chefs de service, eux, sont des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont été engagés comme employés, et je pense que leur niveau de responsabilité correspond parfaitement à celui d'un chef de service ou de département dans une entreprise privée. Donc il faut que les salaires, là aussi, correspondent et soient au niveau, ne serait-ce que pour une question d'attractivité, pour faire venir des éléments qui soient valables et qui sont capables d'amener une plus-value au niveau de la commune. Ça pose justement une autre question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'aujourd'hui un municipal soit justement professionnel comme un chef de service ? Alors ça peut se discuter, mais je pense que c'est on est encore une ville de taille qui
ne justifierait pas, à mon sens, une professionnalisation des éléments au niveau de la municipalité. Il est possible qu'il y a probablement un seuil au-delà duquel, effectivement, les temps de travail dépasseraient largement les 50%, et là, il faudrait effectivement envisager une professionnalisation. Alors, vous m'expliquez justement, avant de débuter cette interview, que le Conseil communal fixe les rémunérations pour la municipalité ou pour le bureau du Conseil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous posiez ces questions maintenant? On arrive en fin de législature. Oui, c'est un peu la tradition, c'est-à-dire qu'à chaque fin de législature, tous les 5 ans, le Conseil communal doit se prononcer sur les niveaux des indemnités et des vacations et autres jetons de présence, et pour les 5 ans à venir. Donc c'est un exercice qu'il faut bien préparé, parce que pendant 5 ans, on ne pourra plus y toucher. Ce n'est pas comme au niveau des employés d'une entreprise ou au niveau de la commune, où tous les 6 mois ou chaque année, on peut faire une évaluation et adapter le salaire ou les rémunérations. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est bloqué pendant 5 ans, on ne pourra plus y toucher. Donc, il faut un petit peu anticiper les choses et voir un peu comment les choses devraient se dérouler, et puis essayer d'adapter les rémunérations par rapport à ça. Ouais, autrement dit, il aurait mieux valu que vous soyez président du Conseil l'année suivante. Personnellement pas. Ah oui, pour votre salaire. Au niveau, oui. Bon, notez, ça fait pas une énorme différence. Mais en l'occurrence, on estime que la charge de travail pour un président correspond à peu près à un emploi à temps plein de 10%. Je dois dire qu'en fin de législature, comme maintenant, il y a probablement un peu plus que les présidents qui sont, on va dire, au milieu, au 2e, 3e année, où les choses roulent bien, et puis il n'y a pas forcément... Là, il y a un petit peu le rush de l'envie aussi de la municipalité de présenter un certain nombre de projets avant la fin de la législature, donc ça demande un petit peu plus de travail. Mais globalement, je pense que 10%, c'est une... Autrement dit, l'augmentation de 1 300 francs par année supplémentaire vous conviendrait? Bon, alors là, c'est un peu une logique différente, dans le sens que pour le moment, on avait des indemnités qui étaient un peu calculées, on va dire, selon, enfin je ne sais même pas sur quels critères. Moi, ce que j'ai souhaité présenter au bureau et ensuite maintenant au Conseil, c'est de fixer un niveau, un salaire de base. Ce salaire de base sera appliqué aux 3 personnes qui, en fait, profitent d'une rémunération au sein du bureau du Conseil, c'est-à-dire principalement le secrétaire, en l'occurrence c'est une dame maintenant, Madame Teixeira Ferreira, le président et l'huissier. Et ensuite, on module par rapport à ce salaire de base selon le temps de travail qui est demandé. Tout ça sera discuté ce soir lors de la commission. Pierre-Alain Bringolf, président du Conseil communal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Les zoos, les musées, les magasins devraient rouvrir leurs portes le 1er mars. Comment la Garenne s'y prépare? On en parle avec nos 2 invités. Michel Gauthier-Clair, directeur de la Garenne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Roger Perrin, président du conseil de fondation de la Garenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors j'imagine, à quelques heures des annonces officielles, cet après-midi, ce mercredi, vous serez collé à votre télé. Tout à fait. On attend avec impatience d'avoir la confirmation qu'effectivement nous pourrons ouvrir le 1er mars. Ouais, alors c'est un petit peu l'effet yo-yo, il faut jongler avec ces décisions, ouvrir, fermer. Là, en attendant, comment est-ce que vous vous y préparez ? Alors, le yo-yo, il est surtout pour le personnel. Après, pour les animaux, voilà, ça a été un continuum, même pendant la fermeture. Et du point de vue de la préparation, là, c'est plus compliqué pour le personnel, parce qu'à chaque fois, ils doivent... il y a des annonces qui ne sont pas toujours claires. Il y a une espérance aussi pour certains de venir travailler ou de revoir les visiteurs. Et c'est ça qui est assez compliqué, en fait, plutôt avec le personnel, pour qu'on reste motivé et puis optimiste. Vous restez optimiste, mais surtout, c'est la bonne nouvelle, parce que le printemps qui arrive, la Garenne qui pourrait rouvrir ses portes, donc c'est des choses sur lesquelles on se réjouit. Comment cette période, plutôt, elle vous a été bénéfique en cette période? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors on a pu faire, parce que vous savez que le personnel a dû continuer à travailler pour les animaux, ce qui est normal. Et du coup, on a eu aussi quand même de temps un peu supplémentaire pour faire certains travaux qu'on ne pouvait pas faire, et notamment par rapport au centre de soins. Donc on a eu des financements de fondations privées, comme la Fondation Bertarelli, Sandoz, aussi la loterie, qui nous ont permis en fait de développer le centre de soins, qui est pour nous, alors les visiteurs ne le verront pas parce que c'est un peu les coulisses, mais qui est quand même le cœur de la raison d'être de la Garenne. Donc c'est sur le centre de soins, on a beaucoup avancé. Oui.
Les financements, justement, parlons-en, Monsieur Roger Perrin, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce que les soutiens sont toujours là? Est-ce qu'il a fallu aller les rechercher? Comment ça s'est passé cette période? Alors, déjà, la première chose, quand c'est fermé, on n'a pas de recettes, alors que les 3/4 du personnel travaillent, ce qui fait que les charges, là, sont à plein. Alors, comme l'a dit Michel Gauthier-Clair, on a la chance, on travaille. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, et nous, on est privilégiés là. Mais effectivement, nous avons perdu les recettes depuis les 3 mois de fermeture au printemps passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas pu rattraper. Effectivement, les mois suivants se sont bien passés, c'était une bonne année. Des bons mois, les visiteurs sont venus, c'était vraiment chouette. Je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir à les accueillir. Je crois qu'ils ont eu du plaisir à venir aussi. Et en termes de bouclement, on est en train de finir les bouclements, mais maintenant, en termes d'appui privé, très important, on n'a pas été les chercher. C'est un peu notre stratégie, disant tout le monde est dans la panade, donc on ne va pas faire une course à la recherche de fonds, mais on a été spontanément aidé par des fondations, par des privés, et certains privés plus, et certains privés, on s'est aperçu aussi que même certains nous donnaient des petits montants en sachant que chez eux c'était important aussi, et on tient vraiment à remercier tous ceux qui nous ont aidés, et grâce à ces aides, on devrait pouvoir boucler l'année dans les chiffres noirs, des tout petits, mais dans les chiffres noirs. Par rapport aux fournisseurs aussi, on sait que certaines entreprises ont eu du mal justement à se fournir durant cette période. Comment ça s'est passé pour vous? Non, globalement, ça, on a réussi toujours à j'entends par exemple par la fourniture de nourriture pour les animaux. On a aussi des invendus qui nous sont toujours donnés gratuitement. Sur voilà. Ça a été plus par exemple pour la construction au niveau du centre de soins où tout a été décalé de 6 mois. Mais globalement, pour les animaux, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Roger Perrin, vous qui êtes on a envie de dire un privilégié parce que vous avez quand même pu vous balader dans ce parc durant cette période. Les animaux, comment ils se portent? Alors, comme visiteur externe, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que pour ce que je vois, il n'y a pas eu de changement. Enfin, ceux qu'on ne voit pas, on ne les a pas vus plus. Ceux on voit quand on sait où ils sont, on les a retrouvés là où ils étaient. Et ceux qui avaient envie de venir vers nous, il me semble qu'ils sont venus vers nous. Ouais. C'est plutôt Michel qui peut, en tant que va vétérinaire, donner l'avis du spécialiste de monsieur Michel Gauthier-Clair. L'avis du visiteur lambda, je n'ai pas vu de grosses différences. Ouais, alors qu'en dit le spécialiste? La Garenne a continué à vivre comme avant parce que justement on doit s'occuper des animaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas constaté de différence du point de vue des animaux. Alors après, on a eu des périodes très difficiles, mais comme pour tout le monde, qui étaient les périodes de grosse neige et de glace, enfin de gel assez prononcé. Et c'est vrai que la totalité des animaux ont réussi à bien passer ce cap. Alors après, on sait qu'il y a des animaux qui aiment bien aussi les visiteurs. On connaît les chèvres qui se font gratter ou les loups aussi qui aiment bien qu'il y ait de l'activité autour de chez eux. Mais on n'a constaté aucune déprime ou quoi que ce soit chez qui. Donc tout va bien pour tout le monde à ce qu'on a vu. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que vous avez pu avoir cette période aussi de réflexion, peut-être réfléchir à de nouvelles manières de fonctionner, de travailler, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez garder de votre manière de fonctionner durant cette période? Alors, les 3/4 des personnes, en fait, ont continué à travailler comme avant. Alors, on parle beaucoup de télétravail. Nous, on est vraiment tout le temps sur le terrain. J'entends la Garenne, c'est ça. Je dirais plutôt qu'on a envie de récupérer la totalité de l'équipe. Donc, on a des personnes qui sont quand même chez elles, comme les gens du restaurant et de la boutique. Et c'est vrai que ça fait quand même une fracture. Il y a ceux qui vont travailler. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais quand même, on voit qu'il y a une équipe qui aimerait bien être là. Ceux qui ne sont pas là, en fait, ça leur manque de ne pas être dans la vie avec les animaux, avec la Garenne, avec les visiteurs. Ouais, ceux qui ne pourront pas revenir, notamment, c'est les équipes du restaurant. Là, comment ça se passe au niveau du financement? Vous avez pu séparer les deux identités, le zoo et le restaurant? Alors tout à fait, nous avons un système comptable, déjà par les contrats de travail, un système comptable qui nous permet d'avoir les différents secteurs de l'entreprise, la boutique, le restaurant, qui sont séparés du parc, des entrées, etc. etc. Donc c'est des tonnes de papier à remplir, mais nous avons pu obtenir les RHT pour les personnels qui n'étaient pas en activité. Roger Perrin, Michel Gauthier-Clair, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ces bonnes nouvelles. Le retour du printemps à la Garenne, ça fait du bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est tout pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Et du côté des élections communales, Rodolphe Henner donne la parole cette semaine à Chavannes-des-Bois et Saint-Sergue. Excellent week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi.